parole au professeur Benoît Rose, qui a dirigé le département de philosophie juive à Bar-Ilan et qui était le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Bar-Ilan. Alors nous ne sommes pas concertés. Donc j'ignorais totalement ce que Shmuel allait dire. Mais j'ai intitulé mon exposé « Est-ce que le judaïsme est mis en cause par la postmodernité ?» Et si Shmuel a mis l'accent sur la nation, je vais commencer par parler du judaïsme. Vous dire d'abord que j'ai été déconcerté par le sujet. Effectivement, comme Shmuel l'a dit, la question de la postmodernité, je ne savais pas très bien ce que c'était. Je dois dire. Alors j'ai essayé de me renseigner. Ce que c'est que, je suppose que je suis comme vous. Postmodernité, qu'est-ce que c'est? Et judaïsme non plus, qu'est-ce que c'est? Par conséquent, ce sont des notions qui sont complexes, qui sont extrêmement diverses, je crois d'ailleurs, et qu'il est, comme je l'ai dit, bien nécessaire de les confronter et de les examiner et de les définir. Je dirais pour ma part qu'en ce qui concerne le postmodernisme, naturellement cela pose un problème même de définition, puisqu'il y a toujours un modernisme et il y a toujours un postmodernisme qui vient après la modernité. Donc il s'agit d'abord d'un problème de chronologie. Ici, effectivement, il ne s'agit pas seulement d'un problème de chronologie. En ce qui concerne la modernité, je me référerai à un texte classique qui est celui de Baudelaire et qui, lui, définit la modernité d'une façon très claire et qui dit la chose suivante. La modernité est ce qui est éphémère, fugitif, contingent. C'est la moitié de l'art, dit-il. L'autre moitié, c'est l'éternel et l'immuable. Or, la postmodernité, c'est justement qu'il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'immuable, donc par conséquent, il n'y a que la moitié de l'art, c'est-à-dire éphémère, fugitif, contingent au moment. Eh bien, pour cela, je crois qu'on m'a posé la question, est-ce que le postmodernisme peut mettre en cause le judaïsme et également, comme on l'a entendu ici, notre présence ici et la légitimité de l'État d'Israël. Alors ma réponse est, pour vous annoncer la couleur, menacer, oui, mettre en cause, non. Pourquoi? Alors d'abord, en ce qui concerne le postmodernisme, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est une idéologie, je pense, qui est née à un certain moment. On n'a pas toujours parlé de postmodernisme, on a parlé de modernité. Personne n'a eu l'idée de soulever une définition particulière d'un postmodernisme. En fait, le postmodernisme, comme une idéologie, comme une philosophie, est né à la deuxième moitié du XXe siècle. Et vous connaissez les noms de Lyotard, la condition postmoderne, de Deleuze, de Baudrillard, de Lacan, de Foucault. Au fond, peu de gens, quelques-uns. Par contre, mais ces quelques-uns, eh bien, ils ont eu, peu nombreux, ils ont eu cependant un profond impact. Et on a entendu tout à l'heure une partie de cet impact. Je crois qu'il y a en effet une remise des causes de la modernité. La modernité, on l'a entendu, je ne reviendrai pas sur les très bonnes définitions données par Shmuel, c'est l'ère des Lumières, à savoir que la raison est capable de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent à l'humaine condition. Et c'était le progrès de la science, le scientisme, c'était le fait aussi que véritablement la raison assurera le progrès et le bonheur de l'humanité. Et ce projet d'émancipation des Lumières, cette liberté qui donne effectivement à l'individualité la possibilité de se définir, à mon avis, c'est une très bonne chose. Il est bon que l'individu puisse acquérir plus de liberté, et si la libération progressive, par exemple des femmes, par exemple de l'esclavage, etc., est une chose, à mon avis, tout à fait favorable et absolument nécessaire. Donc la postmodernité, ce n'est pas seulement cela.
La postmodernité, c'est aussi le fait que nous sommes, on l'a souligné, et il faut le répéter, le fait que l'on puisse parler maintenant de postmodernisme, avant qu'avant, il n'y avait que la modernité, et puis toujours une nouvelle modernité, mais pas une postmodernité, ni un postmodernisme, encore moins. C'est le fait que nous sommes effectivement entrés dans une ère nouvelle. C'est-à-dire que l'on ne peut pas faire appel au passé pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Il est absolument nécessaire d'inventer de nouvelles solutions. C'est parce que, et vous comprenez bien qu'il peut y avoir une crise, il y a toujours eu des crises dans toutes les sociétés. Goethe disait que toutes les périodes de transition sont des périodes de crise. En conséquent, toutes les crises sont des périodes transitoires. Et par conséquent, on arrive à les dépasser. Et il a tout à fait raison. Mais, semble-t-il, le postmodernisme affirme, non, nous sommes aujourd'hui devant une crise irréversible. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une époque transitoire. Nous sommes absolument dans une nouvelle époque. Et d'où, par conséquent, d'une part, la critique de la raison, et également l'affirmation, je n'y reviendrai pas, on l'a suffisamment développé, de l'individualité, de l'individualisme, la libération totale de l'individu de toute suggestion, de toute relation parallèle. Alors il y a un fondement théologique et un fondement rationnel, je dirais, du postmodernisme. C'est qu'il n'y a pas de vérité objective. Il n'y a pas de vérité objective. Nous ne pouvons pas, l'humaine condition ne peut pas atteindre la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est les vérités que nous affirmons? Ce sont des croyances auxquelles nous voulons bien croire et auxquelles nous donnons des noms de vérité. Et de ce fait-là, il y a non pas seulement tout est relatif, il y a non pas seulement une relativité, mais il y a un relativisme qui fait, au fond, qui aboutit à déjà ce que disait Nietzsche, c'est-à-dire à un nihilisme de plus en plus considérable. Donc pour cette tendance, les faits ne sont pas le produit de notre langage, la vérité n'est qu'une affaire de croyance, de volonté de croire, et le moi individuel, c'est un amas cohérent de pulsions et de désirs. Et l'affirmation de Descartes, je pense, n'est qu'une illusion, puisque le je n'est que la traduction de ces pulsions et de ces désirs profonds. Par conséquent, nous aboutissons à ce que Derrida appelait une déconstruction de tout ce qui était admis auparavant, et par conséquent, il n'y a aucune métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'immanence du monde. Voilà, en ce qui concerne, si vous voulez, l'atmosphère générale de cela. Vous voyez, au fond, quelques personnes, et nous parlons tout de même d'une atmosphère générale, une atmosphère intellectuelle. Que nous importe au fond? Qu'est-ce que cela peut bien nous faire? C'est que, vous savez, Chomsky, qui est resté un scientiste, parlait de ces Deleuze et compagnie, et disait, ce sont les pathologies parisiennes. Ce sont les pathologies. Je suis prêt à accepter cela. Qu'est-ce que cela nous importe? Qu'est-ce que cela peut bien nous faire qu'il y ait une pathologie parisienne? Nous sommes en Israël, et même si nous voulons penser de plus haut, que nous importe de ces quelques personnes et ce qu'elles disent. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi parce que ces quelques personnes, comme toujours, la philosophie ou l'idéologie n'exprime que quelque chose qui est véritablement déjà dans le fond de la société. Cela nous concerne profondément, d'abord individuellement, et puis ensuite en tant que collectivité israélienne. Les conséquences sont nombreuses. Elles correspondent naturellement, on l'a dit, à la fin des idéologies qui ont failli, communisme, fascisme, nationalisme, etc., qui ont failli, mais elles correspondent aussi à des tendances sociales profondes. Ces tendances sociales, c'est, on l'a dit, l'ébranlement des certitudes. Il n'y a plus de repères, on l'a dit, et celui qui a le mieux représenté ça, à mon avis, d'une façon simple, mais tout à fait évidente, c'est Stefan Zweig, lorsqu'il décrit le monde ancien, et qu'il nous montre comment il y a une instabilité qui s'est instaurée, non pas dans la philosophie,
mais dans la façon de vivre quotidienne. Stéphane Zweig décrit très joliment, n'est-ce pas, qu'avant 1914, eh bien, il y avait un trousseau qui passait de mère en fille et de mère en fille, on n'y touchait pas, mais c'était toujours dans l'armoire, et ça se transmettait. Mais pas seulement, la monnaie était stable, on pouvait investir, il n'y avait pas tout ce tremblement, cet ébranlement, qui, à mon avis, a commencé en 1914, s'est développé et a atteint évidemment des sommets dans la vie moderne. Par conséquent, pas de stabilité. Et pas de stabilité, cela veut dire aussi pas d'autorité. Ne croyez pas que c'est un problème seulement philosophique. Chacun de nous, qui avons des enfants, peut voir quelle est leur attitude. Comment, d'une façon presque naturelle, aujourd'hui, dans une classe, ils reconnaissent une égalité entre le professeur et l'élève. Toi, tu dis, mais moi, je dis autrement. Et le manque d'autorité est tel qu'ils se sentent absolument libérés. C'est une façon naturelle, je dirais. Ce n'est pas une révolte même. C'est une attitude absolument normale que de vouloir supprimer toute autorité. C'est par conséquent toute suggestion. Et tous les avis, même des plus jeunes, sont absolument valables. Par conséquent, s'introduit alors, non seulement au point de vue des tendances sociales, mais qui se remarque évidemment par la globalisation, la mondialisation, l'abolition des frontières, l'État, on l'a dit tout à l'heure, ne contrôle plus. Le marché est un marché de multinationales, les États n'ont pas voix aux décisions. Cela conduit évidemment également au fait que ces multinationales imposent l'esprit de consommation, et aujourd'hui, tout le monde le sait, la consommation est devenue l'idéal, c'est-à-dire nous aboutissons à un hédonisme qui n'est pas loin d'un égo-paganisme absolument profond et qui veut que le marché réglemente tous les domaines de la vie et même tous les domaines de la pensée. Il y a à cela, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, je n'y insisterai pas, des conséquences politiques considérables qui fait qu'il y a une faiblesse des syndicats, une faiblesse des États nationaux, un éclatement du cadre naturel, un éclatement également de la culture. Il y a une aliénation de la vie que tout le monde peut considérer. Le passage, n'est-ce pas, de la campagne à la cité et à la ville fait qu'il y a une impersonnalisation, et cette impersonnalisation devient de plus en plus profonde, à savoir que la société en tant que telle n'a plus une représentation réelle dans la vie des individus, qui se sentent alors un peu déboussolés et qui ne reçoivent plus de ce que faisait la transcendance sociale, ne reçoivent plus l'impact de vie qui leur permettait de se considérer véritablement comme des personnes, mais comme des vêtus de paille dans une société à responsabilité illimitée et par conséquent n'ayant aucune espèce de référence quelle qu'elle soit. Brigitte a parlé tout à l'heure de transcendance, oui, non seulement de transcendance métaphysique, mais également de transcendance sociale qui n'est plus d'aucun rapport et d'aucun repère. Correspond par conséquent à une incrédulité de toute. Lyotard parlait des méta-écrits. Il n'y a plus de méta du tout, c'est-à-dire rien qu'une immanence dans laquelle l'individu est absolument plongé. Eh bien, quelles sont les conséquences pour le judaïsme de cette attitude-là, à laquelle nous n'échappons, personne d'entre nous n'échappe? Ce n'est pas une question de philosophie et d'idéologie, c'est une atmosphère qui s'est emparée. Je la traduit sur le point de vue politique, mais on peut la considérer dans la vie courante. Nous souffrons un peu de tout cela tous les jours, et petit à petit, cela s'intègre dans notre vie quotidienne, je dirais. Alors, est-ce que nous, les Juifs, et en particulier nous sommes là, est-ce que nous ne sommes pas à l'opposé total de cela? Je disais, pour résumer en un mot, le postmodernisme. Il n'y a pas de vérité objective. Tout est non pas relatif seulement, mais un relativisme absolu, un nihilisme complet. Et bien si je vois ce que nous récitons tous les matins, je considère que nous sommes absolument à l'opposé en principe. Baruch Eloheinu shebaranu lichvodo v'hidilanu min hatoim v'natan lanu torat emet v'chaye olam natan b'tocheinu. Nous, qu'est-ce que nous disons? Béni soit-tu l'Éternel, qui nous a créés pour sa gloire, nous a séparés minatoï de tous ces errants.
Venatan lanu Torah emet nous a donné une Torah de vérité. Chaye Olam, disons-nous, lorsque nous montons à la Torah, Chaye Olam, une vie éternelle, Nata betochenu, tu as implanté en nous. Est-ce que nous pouvons être atteints par ce nihilisme? Est-ce que nous pouvons être atteints par ce modernisme? Vous me répondrez peut-être, nous ne le pouvons pas, mais nos jeunes y sont. Ils vivent dans l'idée que tout est relatif. Ils vivent dans l'idée du rejet de toute autorité. Ils vivent du rejet de tout méta. Et par conséquent, ce langage, et maintenant je parle du point de l'éducation dont on a parlé tout à l'heure, dire cela aujourd'hui signifie pour les jeunes d'aujourd'hui, tu crois cela parce que tu as été élevé toujours dans cette position. Si tu avais été élevé dans un autre climat, tu croirais autre chose. Et nos éducateurs n'ont pas toujours la possibilité de répondre à cela. Et cela naturellement fait que notre jeunesse ici aussi est déboussolée sur ce point. Pourquoi? Eh bien, parce que, là encore, il me semble que tout n'est pas négatif, et c'est la position que j'adopterai. Menace, oui, mettre en cause, non. N'est pas négatif dans ce postmodernisme. Le fait de mettre en cause la modernité, le fait de mettre en cause des choses qui existaient, le pouvoir de repenser cela n'est pas absolument contraire, à mon avis, à la façon dont le judaïsme envisage les choses. Naturellement, c'est un point de vue personnel. Et je pense qu'il importe aujourd'hui, précisément, en considération de ce postmodernisme, auquel il ne sert à rien d'opposer une autre idéologie, parce que c'est la vie courante, elle s'exprime dans le supermarché de cette manière, et pas seulement dans une idéologie. Que faut-il opposer à cela? Je crois que le judaïsme, alors maintenant dans son fond, n'est pas une idéologie, et n'est pas l'affirmation d'une vérité toute donnée. Vous me direz, il y a eu la révélation, et Dieu s'est révélé et nous a donné Torah Emet, une Torah de vérité. C'est vrai, et c'est nécessaire de le penser, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui insister peut-être moins sur le fait que la Torah a été donnée, mais que, et que par conséquent, il y a une vérité, mais ça ne veut pas dire que nous la possédons. Celui qui pense qu'il possède la vérité, celui qui croit et se s'arme dans cette certitude-là, et ne vit que dans cette certitude, il me semble qu'il y a une partie essentielle du judaïsme qui lui échappe. Pour le judaïsme, me semble-t-il, la vérité est une vérité qui doit se construire. Et il importe autant de savoir comment on reçoit la révélation que nous a été donnée. Oh, je dis autant, je dirais même plus. Au fond, qu'est-ce que c'est que le judaïsme? N'est-ce pas l'affirmation d'une vérité qui a été donnée, mais qui nous a été proposée pour que nous la comprenions? Et effectivement, nous ne pouvons la comprendre que si nous la comprenons à travers le langage de notre temps, si nous le comprenons à travers les problèmes de notre temps. Ne soyons pas effrayés par des idéologies qui semblent absolument s'opposer au judaïsme. On a fait appel tout à l'heure, et je m'inscris totalement dans cette ligne au Rav Kook. Et voici ce que le Rav Kook déclarait. Un grand principe dans l'affrontement, j'ai traduit de l'hébreu, un grand principe dans l'affrontement des idées. Toute idée qui vient contredire une affirmation de la Torah, nous devons tout d'abord, pas précisément la contredire, mais construire le palais de la Torah au-dessus d'elle. Ainsi, elle nous sert à nous élever, et grâce à cette élévation, la connaissance se révèle. Je cite la référence, c'est dans les lettres du Rav Kook, page 164. Par conséquent, la modernité, le postmodernisme, comme d'ailleurs dans toutes les générations, nous offre effectivement une contradiction à ce que nous sommes. Cela ne veut pas dire que nous devons refuser cette contradiction, nous devons l'accepter en essayant de bâtir au-dessus d'elle une vérité plus profonde. C'est dans ce sens que le fait de remuer nos certitudes
est une chose, me semble-t-il, pour la jeunesse d'aujourd'hui, nécessaire, en allant à sa rencontre et en disant, nous essayons de comprendre cette révélation. Au fond, l'étude de la Torah, ce n'est pas une étude dogmatique, d'apprendre simplement ce qui y est, mais c'est de faire vivre cette Torah, c'est-à-dire de la confronter à ce qui est notre réalité présente et à en extraire la graine d'éternité. C'est vrai, la modernité, c'est ce qui est éphémère, la modernité, c'est ce qui est contingent, mais dans le contingent même, il arrive qu'il y ait des graines de vérité. Or, la véritable étude de la vérité du judaïsme, de l'étude, est celle, justement, de faire éclater cette graine de vérité qu'il peut y avoir dans tout ce qui nous est de même le plus contraire. C'est également, je voudrais dire de cette manière-là, que dans le postmodernisme, qui évidemment est une menace très grave pour notre existence et pour la compréhension du judaïsme, peut également permettre, si on comprend qu'il s'agit justement de se confronter à ce courant, de l'affronter et de construire au-dessus une vérité qui se construit, eh bien à ce moment-là, je ne dis pas que tous les dangers sont écartés, mais je dirais, cela nous menace, mais cela ne nous met pas en cause. Parce que dès le départ, le judaïsme n'était pas une dogmatique, c'était une Etzraïm, un arbre de vie qui proposait une solution, qui proposait une voie, mais qui proposait du même coup la nécessité de la réinterpréter à toutes les générations. Qu'est donc notre étude, sinon cette confrontation-là? Lorsque le temple disparaît, eh bien la nation juive ne disparaît pas, parce qu'elle invente, oui, elle invente à ce moment-là la Torah Sheba'al Peh et le Talmud. Et lorsque l'Inquisition vient nous chasser de nos positions, et vient de livrer une incertitude de vie, eh bien nous inventons le Zohar, nous retrouvons le Zohar. Mais toute cette invention n'est pas une absolue nouveauté, c'est une nouveauté, mais une nouveauté qui essaye de réinterpréter une vérité ancienne, à se confronter avec elle et à la construire pas à pas. L'État d'Israël, c'est la même chose. Pour l'État d'Israël, c'est également cette manière de se confronter aujourd'hui à tous ces courants négatifs dont nous a parlé. C'est vrai qu'à l'intérieur de notre peuple, il y en a effectivement qui ne comprennent pas cela. Et même de nous-mêmes. Regardez, je comprends bien que notre génération, les jeunes de notre génération, lorsqu'on leur expose les théories de Rabbi Tzvi Yehuda Kook, Hatralta de Geoula, nous sommes au début d'une délivrance. Je comprends les jeunes qui sont nés ici, qui sont toujours nés avec l'État d'Israël, s'interrogent, délivrance, rédemption, mais où elle est? Regardez, nos chefs corrompus, les uns comme les autres, nos chefs, la moitié peuvent faire un gouvernement dans la prison. C'est ça. Alors, est-ce que ce n'est pas leur parler un langage qui doit être réinventé précisément? Il ne suffit pas d'affirmer nous sommes Hatchala de Geoula. Ils veulent le voir, eux. Nous, qui avons subi l'exil. Nous, l'ancienne génération, qui savons ce que c'est. Nous savons apprécier la présence ici. Mais eux n'ont plus cet arrière-plan. Et il ne suffit pas de leur parler et de leur dire. Il faut qu'ils sentent effectivement cette nouveauté-là. Ils sont mis en présence effectivement de réalités qui sont différentes de ce qu'on leur enseigne. Et donc par conséquent, l'éducation nous pose aujourd'hui un très grave problème, une menace, mais à mon avis, pas une mise en cause. Pourquoi pas? Bref, parce que, quel que soit l'avis de ces postmodernistes dans notre pays, ils sont très dangereux parce qu'effectivement, ils commencent l'État d'Israël à eux. Dans le meilleur des cas, en 1948. Dans le pire des cas, à eux, maintenant, en 2014. C'est-à-dire, ils ne voient pas une chose essentielle qui est celle de l'histoire juive. Le judaïsme, tel que j'ai essayé de le montrer rapidement, est fondé certainement aussi sur la raison. Sur la raison, c'est-à-dire la compréhension de la révélation à l'aune de la raison. Mais
avec une limite que justement ne connaît pas le postmodernisme. La limite est la suivante, c'est que l'homme a une raison, mais il n'est pas raison. C'est-à-dire qu'il, pour comprendre la réalité, comme le disait déjà Hamlet, il y a plus dans cette tombe de ce que ta philosophie ne peut comprendre. Effectivement, il y a une raison, et il est nécessaire de ne pas la contredire. Il est nécessaire de ne pas être irraisonnable. Mais cela ne veut pas dire que la raison est capable de répondre à tous les problèmes de l'humaine condition. L'homme a une raison et il ne doit pas y renoncer. Il ne s'agit pas d'être irrationnel et de tomber dans une mystique qui ne serait pas contrôlée à l'aune de la raison. Mais il ne s'agit pas de croire que la raison peut rendre compte de toute notre réalité. Il y a une part dans l'individualité, comme dans toute société, une part du passé que l'on ne peut renier. Et cela, me semble-t-il, est une chose essentielle en ce qui concerne notre présence ici. On peut réfléchir, comme réfléchissent les postmodernistes à l'intérieur, ou les post-sionistes aujourd'hui, à l'intérieur ici. Mais finalement, on est bien obligé de se poser la question, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes revenus ici? Eux, ils sont nés ici, c'est entendu, mais il faut que bien qu'ils prennent en considération qu'ils ne peuvent pas juger ce qui se fait ici à l'aune de tout ce qui se fait ailleurs. C'est le problème essentiel, à savoir, et c'est celui qui fait aussi, me semble-t-il, que les nations, pas toujours avec mauvaise volonté, quelquefois même de bonne foi, pas souvent, mais quelquefois, à savoir qu'ils ne peuvent pas nous comprendre, parce que nous sommes un cas qui ne se réduit pas au cas universel. Où y a-t-il, je vous demande, y a-t-il un peuple qui, après 2000 ans, revient sur sa terre? Ça n'existe nulle part. Et dit, nous sommes ici à la maison. Ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas le comprendre. Par conséquent, la notion de peuple juif même est une notion qui est telle qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la réflexion, ni sociologique, ni philosophique ailleurs, parce qu'elle échappe à toutes ces définitions. Eh bien, nous sommes bien obligés, je crois que c'est essentiel, nous sommes bien obligés de voir qu'ici nous sommes revenus ici et pas ailleurs. Mais du simple fait que nous sommes revenus, cela signifie donc par conséquent que nous sommes là, non seulement comme des citoyens du pays, mais comme faisant partie d'une réalité qui puise dans l'histoire et sa force et sa motivation, et je dirais aussi son avenir. Cela, même, de tôt ou tard, les postmodernistes chez nous, les post-sionistes chez nous, seront et sont affrontés à ce problème. Notre jeunesse doit être de plus en plus intégrée dans cette notion de l'histoire qui fait partie de la construction d'un individu comme celle de la société, et qu'aucun individu et aucune histoire sociale ne saurait trouver tant soit peu de cohérence s'il refuse son passé. On peut le changer, on peut vouloir s'y opposer, mais on ne peut pas le refuser. Par conséquent, il est indispensable d'ancrer notre position ici essentiellement à cela. Et cela nous confronte non pas seulement à des expériences de raison, cela nous confronte à des expériences de vie. Or, me semble-t-il, et je rejoins maintenant ce que j'ai dit du judaïsme et de l'État-nation, ce qui importe, me semble-t-il, c'est ce que William James appelait des hypothèses de vie. C'est vrai, me semble-t-il, le postmodernisme a raison parfois, à savoir que s'il n'y a pas de vérité absolue, que la vérité est en train de se construire. Et dans le judaïsme également, elle est en train de se construire. Mais elle ne se construit pas à partir de rien. Elle se construit sur un passé, elle se construit sur un texte passé, et elle veut interpréter ce texte passé à cette lumière-là. Cela nous permet de comprendre ce que nous sommes, et cela nous confronte à une réalité à laquelle aucun de nous ne peut absolument échapper. J'aime beaucoup, et je serai bref sur ce point, ancrer d'habitude ce que je dis à la parashat à Shavua. Ce n'est pas simplement par habitude ou par volonté d'inscrire artificiellement les choses. C'est par le fait aussi que la Torah, vous vous rappelez,
lorsque j'ai fait ma bar mitzvah, le rabbin qui était à ce moment-là présent m'a dit « Fais bien attention à la paracha où tu es appelé, elle a été écrite pour toi. » Et si vous réfléchissez, si vous y faites la même chose, vous verrez chaque fois, il y a là-bas quelque chose qui vous concerne particulièrement. La paracha de cette semaine nous concerne tout particulièrement. Lorsque Shabbat matin, je réfléchissais à ce que j'allais vous dire, et j'essayais de trouver dans la paracha une certaine allusion, je suis tombé sur le fait, dans la Tochacha, c'est-à-dire dans cette paracha extraordinaire que Néher appelle le contrat divin avec le peuple juif, Dieu dit « Halachtem imi bekeri » si vous allez avec moi, bekeri, keri, keri veut dire d'une façon, comment dire, postmoderniste, relativiste. Vous savez, lorsque je l'ai lu, vous allez rire, j'ai pensé, Halachtem imi bekeri, ne faites pas attention à ce que dit Keri. Mais elle n'est pas tellement loin. Elle n'est pas tellement loin. Le Keri veut dire de ne pas tirer la leçon des événements. Keri veut dire de croire que les choses ne sont pas véritablement et qu'on peut les interpréter de n'importe quelle façon et même jusqu'à l'absurde. Halachtem imi bekeri veut dire, à mon avis, regardez, la Tochacha vous annonce ce qui va se passer. Vous avez vécu cette Shoah. Nous, comme ici, certains d'entre nous l'ont vécu. Des parents l'ont vécu. Il n'y a sûrement personne dans la salle qui n'a pas quelqu'un qui a été déporté dans sa proche famille. Ça, c'est ne pas tenir compte de cela aujourd'hui. Ça, c'est Halachtem imi keri. Nous, qui avons vécu ce passage extraordinaire d'un anéantissement, d'une humiliation sans pareil dans les générations, et puis la résurrection de l'État d'Israël, nous qui avons fait notre aléa et qui sommes venus là, je reviens de la marche des vivants, voir 10 000 jeunes criant et allant avec le drapeau d'Israël sur les lieux mêmes où on avait juré de nous exterminer. Ne pas tenir compte de ce fait-là, ne pas tenir compte aussi du fait qu'il y a une Shoah non seulement dans l'extermination des personnes physiques juives, mais d'une assimilation comme il n'y en a jamais eu dans le peuple. C'est-à-dire de penser qu'une grande partie de notre peuple disparaît tous les jours par assimilation. Halachtem imi keri veut dire juger aujourd'hui notre situation sans tenir compte de tout cela. Même pour nous qui vivons, qui ne sommes pas préoccupés par cela, qui ne voyons pas la réalité de notre existence en fonction de ces faits-là, ça c'est Halachtem imi bekeri. Ça veut dire, vous êtes alors, votre existence reste suspendue, vous n'arrivez pas à vous comprendre vous-même. Et il a raison, Chomsky, il appelle ça la pathologie parisienne, et moi j'appellerais ça la pathologie tel-avivienne. C'est-à-dire qu'il y a aussi là une pathologie, une véritable pathologie qui sans aucun doute met en cause, non pas par l'extérieur, par la délégitimité, mais par la délégitimité intérieure qui est peut-être encore plus grave que celle de l'extérieur. C'est pourquoi il me semble qu'il est absolument important de lutter contre ce courant, d'avoir des, comment dirais-je, de vivre même sans avoir des certitudes, d'aimer plus la recherche de la vérité que des certitudes de vérité. Notre présence ici, à mon avis, c'est pas que nous sommes une nation, c'est que nous voulons devenir une nation. Et c'est pourquoi nous avons de très graves problèmes. Il n'y a peut-être pas de problème que nous n'avons pas dans le pays, mais c'est ce qui fait que nous avons aussi un dynamisme comme il y en a nulle part ailleurs. C'est-à-dire nous sommes confrontés à de graves problèmes parce que nous sommes une nation en devenir. Nous devons faire comprendre à tous que ces problèmes sont des problèmes bienvenus, je dirais presque, parce qu'ils nous confrontent et nous obligent à voir ce que nous sommes. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on ne peut pas ne pas le répéter, dans ce cadre-là, nous sommes dans le centre Yair Manitou. Manitou a formulé cela dès le départ d'une façon extrêmement claire, à savoir que notre identité n'est pas une identité statique. Nous sommes une identité réelle, mais plurielle. C'est-à-dire, nous devenons.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les circonstances nous obligent, et c'est la force interne de notre transcendance, de pouvoir retrouver toujours, à travers nos révolutions constantes, une unité qui règle tout de même. Le Zohar, c'est pas le Talmud, mais tout de même, c'est le prolongement du Talmud. Le Talmud, c'est pas la Bible, mais c'est le prolongement de la Bible. Il a prolongé, approfondi et encore approfondi la réalité de cette révélation qui est justement aussi profonde parce qu'elle est aussi féconde. Nous ne nous interrogeons pas tellement sur la racine de cette vérité donnée. Nous nous interrogeons sur sa fécondité parce qu'elle nous permet d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, des hypothèses de vie, c'est-à-dire de permettre de considérer ce que nous sommes et nous sommes ce que nous devenons. C'est pour ça, me semble-t-il, qu'en face de ce postmodernisme, il s'agit de mobiliser nos forces intérieures, de considérer et de faire réfléchir ceux qui y sont à la pourquoi nous sommes ici, et par conséquent de nous opposer. Il y a là une menace extrêmement certaine, elle dépasse certainement même celle d'Israël, elle est générale et globale, mais c'est pour ça que justement, en face d'une barbarie renaissante, le peuple juif revenant sur sa terre et dans une mondialisation où tout le monde réclame un abolissement des frontières, nous continuons à réclamer des frontières sûres et reconnues. Ces frontières sûres et reconnues ne sont pas seulement géographiques, elles sont également de vie, je dirais, à savoir qu'il y a des limites, et cette imposition de limites, cette nécessité de taire toujours d'une façon vigilante à attendre l'événement qui nous permettra de devenir plus et plus de ce que nous sommes. Et nous sentons bien ici combien chacun d'entre nous est venu livnote, construire, mais également les libanotes, se construire soi-même. C'est cette construction-là que nous sommes, et il me semble qu'elle est plus forte, elle est plus éternelle que n'importe quel postmodernisme. Merci.